Mesdames et messieurs, donc de la presse écrite, audiovisuelle et numérique, pour ne pas faillir à la rituelle mais néanmoins agréable tradition des vœux, nous avons été obligés en cette période étrange de composer avec les exigences sanitaires. Je salue donc les personnes qui nous font le plaisir de leur présence en chair et en os, ou en présentiel, comme on dit maintenant, et ceux qui nous gratifient de leur présence numérique. Rassurez-vous, durant ce rendez-vous annuel où généralement on peut se dire les choses qu'on n'a pas l'occasion de dire dans l'année, je n'entends pas vous parler politique. Enfin, pas trop. Non, je voudrais vous parler de la responsabilité qui est la nôtre, chacun à notre place comme acteur ou organisateur du débat démocratique, surtout dans cette période où le débat public semble lui aussi confiné. Quels que soient nos engagements philosophiques ou politiques, je crois qu'il n'est pas excessif d'affirmer que la situation que vit le pays ne pousse pas à l'optimisme. On ne sort pas des situations troublées avec des constats vains, des indignations sans lendemain ou des jérémiades improductives. On en sort, je le crois, par des solutions politiques. C'est d'ailleurs l'honneur de la politique de penser et chercher à comprendre le monde qui vient. En réalité, ce monde ne vient pas, il déboule sur nous à grand fracas, emportant beaucoup des certitudes de nos sociétés et pour le monde occidental peut-être ces dernières illusions de puissance. Je vous le dis fréquemment, je crois aux politiques, qu'une technocratie infatuée a voulu remplacer, que la facilité poussait à congédier. Je crois aux politiques. Et en ces circonstances particulières, qu'elles soient technologiques, politiques ou sanitaires, je crois à la nécessité de son retour. Le temps des gestionnaires, des pseudo-sachants et des boutiquiers est fini. Ils s'effacent pour céder la place aux combattants et aux visionnaires, aux intuitifs et aux optimistes, aux lucides et à ceux qui portent un grand rêve. Avec beaucoup d'humilité, mais parce que nous nous honorons d'être des politiques, nous entendons y prendre notre part avec l'énergie et la résolution que vous me connaissez. En démocratie, et tout particulièrement dans la séquence présidentielle qui s'ouvre, ces débats si essentiels à la respiration du pays doivent pouvoir se tenir. Ils doivent pouvoir se dérouler sereinement, se dérouler sérieusement, pour qu'ensuite le peuple souverain puisse s'exprimer par un arbitrage électoral. Comme dans un ping-pong dont on ne sait plus qui sont les raquettes et qui sont les balles, les journalistes et les politiques jouent la même partie, celle d'un échange qui procède du spectacle mais qui, à la fin, décide du sort du pays. Lors de la dernière présidentielle, des pénéloperies et des affaires de costumes ont occupé le devant de la scène et fini par occulter une partie du débat de fond. Une occasion perdue. Mais je n'incrimine pas la presse. Peut-être nous-mêmes n'avons-nous pas été assez pédagogues pour faire émerger l'enjeu de société, et même de civilisation du choix présidentiel de 2017. Je le regrette profondément, car contrairement aux adorateurs d'un consensualisme ectoplasmique, je crois à la confrontation pacifique et éclairée des points de vue. Je crois aux vertus du pluralisme intellectuel, à la valeur de l'émulsion des idées. Et vous, journalistes comme nous, politiques, qui avons en charge le débat démocratique, nous nous devons d'être au rendez-vous. En cette période de confinement sanitaire et politique qui encourage une abstention corrosive pour notre démocratie, votre mission n'a jamais été aussi indispensable. C'est pourquoi je vous appelle, professionnels des médias, à jouer votre rôle si nécessaire à l'exercice de la démocratie, pour permettre les débats, à trouver les formats qui facilitent un échange contradictoire apaisé, sans jamais vous contenter d'émissions ou de papiers qui seraient la juxtaposition de commentaires d'actualité. J'ai une vision trop noble de la mission des journalistes pour réduire votre rôle à celui de chasseur de petites phrases, de pêcheur de punchlines
ou de vecteurs d'indignation trop nombreuses pour être efficientes ou même sincères. Pour permettre à tous les Français de s'impliquer dans le débat public, nous devons mettre en perspective les questions abordées et traiter du fond. Sans cela, ni vous, ni nous ne serons audibles. Et notre incapacité à faire vivre le débat politique confortera l'indifférence à la chose publique. Nous, politiques, nous avons également une responsabilité. C'est d'être au rendez-vous de la réflexion collective, avec des idées nouvelles, avec des solutions innovantes, avec des développements attrayants et des objectifs fédérateurs. Dès juillet 2017, nous avons entrepris ce long parcours de remise en question, d'abord, puis de refondation politique et programmatique de notre mouvement. Lorsque nous étions sommés, souvenez-vous, au début du mandat législatif, sommés de participer à la course des provocations d'assemblée de nos concurrents, nous avons préféré la voie exigeante de la réflexion et du travail de fond. Cet effort, nous ne l'avons jamais relâché et allons l'intensifier par la publication de documents structurés sur tous les sujets. Le 29 janvier, je vous présenterai par exemple notre contre-plan sur l'islamisme sous forme d'une proposition de loi. À côté de la droite populaire et maintenant du parti localiste qui apporteront leurs réflexions propres, se joint en effet à nous une plateforme participative qui va permettre à nos sympathisants ou même à des simples citoyens de contribuer au débat avec la publication de tribunes sur tous les sujets. Cette plateforme, placée sous la responsabilité de Franck Alizio et de Jean-Philippe Tanguy, qui sont présents ici et que je salue, a pris le nom de « Aime l'avenir ». Elle sera en ligne aujourd'hui même. Par le passé, nous avons contribué à placer dans le débat public ou relayer de nombreuses thématiques qui structurent aujourd'hui la vie politique. Même ceux qui nous combattent admettent cette vérité. L'immigration, bien sûr, mais aussi la laïcité, le mondialisme, l'ensauvagement et la violence gratuite, la démétropolisation, les questionnements sur le modèle de surconsommation, l'extraterritorialité du droit américain, les problèmes de réindustrialisation de la France, le localisme, la question de l'intelligence artificielle, le ras-le-bol routier et fiscal, la France des oubliés, bien sûr, l'infiltration de l'islamisme, évidemment. D'autres thématiques sur lesquelles nous travaillons viendront, comme la reconstruction, notamment économique, la question de la nouvelle société technologique, avec le développement, mais aussi la régulation de l'intelligence artificielle, la revalorisation du travail et les modifications que l'on pressent de la relation de travail, avec le développement, contraint ou choisi d'ailleurs, du télétravail. Une fiscalité plus juste, la question sociale et la régulation, la régulation de l'ubérisation. Le point d'orgue de ces réflexions sera notre grand congrès de juillet 2021, qui, je l'espère, bâtira le socle politique et stratégique de notre victoire en 2022. Parce que les périodes de confinement nous obligent à repenser l'action politique, nous travaillons également à de nouveaux modes de communication et à de nouveaux outils numériques que j'aurai l'occasion de vous présenter avant l'été. La vie politique est appelée à changer. Ça tombe bien, nous aussi. Mais je vous rassure, nous ne nous inspirerons pas de Joe Biden et ne mettrons pas dans des meetings vides des drapeaux à la place des participants. Voilà, mesdames et messieurs, vous le voyez, même si la distanciation sociale nous oblige, nous n'avons pas fini de nous fréquenter. En ce début d'année, je forme des vœux que ces rencontres avec les Français que vous organiserez soient utiles aux citoyens qui cherchent à comprendre avant de décider qu'elles soient également utiles à notre pays pris dans la tempête des événements. Permettez-moi également de former des vœux chaleureux personnels pour vous et les vôtres, ainsi que pour les organes de presse que vous représentez, que vous trouviez dans votre vie personnelle et professionnelle tout l'épanouissement possible. Très belle et heureuse année 2021 à tous.
Mesdames et messieurs, je suis bien sûr maintenant prête à répondre à vos questions sur les différents sujets d'actualité qui ne manquent pas. Oui, monsieur Duhamel. Madame Le Pen, Benjamin Duhamel pour BFM TV. Un troisième reconfinement paraît désormais inéluctable. C'est en tout cas ce que l'on comprend quand on écoute les scientifiques. Deux questions en une. La première, est-ce que vous êtes favorable à ce reconfinement? Et deuxième question, si reconfinement il y a, est-ce que vous demandez à ce que, par exemple, les commerces dits non essentiels ne ferment pas? Quel type de troisième reconfinement suggérez-vous à l'exécutif? Oui, mais si vous voulez, monsieur Duhamel, moi je ne veux pas me mettre dans la situation, si vous voulez, d'être en quelque sorte la complice de la politique du chien crevé au fil de l'eau qui a été le choix du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire, où on a le sentiment d'être ballotté, sans jamais anticiper, sans jamais prévoir, sans jamais mettre en place les éléments qui permettent précisément d'éviter, quand c'est possible, un confinement, qu'il soit numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc si nous nous retrouvons dans la situation d'être obligés de revivre un confinement, c'est, et je le répète pour la troisième fois, puisque c'est le troisième confinement dont on parle, c'est qu'on a raté le reste. On est bien d'accord avec ça. Bon. Est-ce que je peux vous dire ce que moi j'aurais fait? Non pas lors du avant le premier confinement, parce que ça je vous l'avais déjà dit, mais là maintenant. La France n'a aucun moyen de séquençage du virus. En réalité, nous n'avons pas la capacité de faire du séquençage massif, c'est-à-dire que nous ne savons pas véritablement quels sont les variants qui sont présents sur le territoire national. Nous le subodorons, les médecins font des projections, mais cette absence de séquençage de masse est un véritable problème auquel le gouvernement ne semble pas vouloir apporter la moindre réponse. Deuxièmement, un moyen, un dispositif extrêmement performant a été développé notamment par les pompiers, qui est l'analyse des eaux usées, dont il s'est révélé que cette analyse des eaux usées permettait de connaître la circulation du virus parfois 3 à 4 jours avant que les gens malades ne développent des symptômes, c'est-à-dire très en amont. J'aurais souhaité que l'on généralise ce dispositif pour permettre précisément de pouvoir analyser le plus finement possible dans un département, dans une ville, voire même dans un quartier, voire même, puisqu'on peut le faire, l'analyse des eaux usées d'un EHPAD ou d'une école, pour pouvoir territorialiser les mesures de restriction. L'idée, sous un prétexte fou, je le crois, d'égalité entre les Français, d'appliquer à tous des mesures restrictives, quel que soit le niveau de circulation du virus sur le territoire, m'apparaît être une très mauvaise réponse. Et non seulement ça ne crée pas un sentiment d'égalité, mais ça crée évidemment un sentiment d'injustice. Car si l'on peut comprendre des mesures qui soient restrictives dans des lieux où il y a une très forte circulation du virus, on ne le comprend pas dans des lieux dans lesquels il y a une très faible circulation du virus. Or, c'est ce qu'a choisi le gouvernement. Autre sujet qui me tient à cœur, ce sont les traitements. On n'entend plus parler des traitements, du tout. Comme si le gouvernement français avait totalement abandonné l'idée qu'il puisse exister un traitement qui soit efficace contre le Covid. Or, certes, il y a le vaccin, mais il y a aussi évidemment cette recherche d'un traitement qui ne doit pas être abandonné. Ne serait-ce que pour pouvoir faire face à l'absence de vaccins tel que nous le vivons aujourd'hui, la pénurie telle que nous la vivons aujourd'hui, et éventuellement pour faire face au temps nécessaire pour vacciner, dont nous savons qu'il est au moins de quelques mois, dans les meilleures des hypothèses. Je vois là que l'Allemagne, par exemple, vient de se rendre propriétaire de 200 000 doses d'un traitement qui est celui qui a été utilisé sur Donald Trump.
je vois que des articles sortent sur les potentialités de l'ivermectine qui serait un des traitements possibles pour éviter l'aggravation, en tout cas pour éviter les cas graves. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne parle pas du tout de cela, ne lance pas du tout des recherches sur ce sujet, ne soutiennent pas du tout des équipes qui seraient à la recherche d'un traitement de ce type. Est-ce qu'il y a encore des études qui sont effectuées? Ces études sont-elles sur le point de se terminer? Y a-t-il des conclusions? Est-ce qu'on les a rendues publiques? On ne sait strictement rien sur ce sujet. Puisque nous parlons du traitement et des vaccins, je pense que nous avons été victimes des mauvaises décisions de l'Union européenne en matière d'achat de vaccins. Nous avons été un des pays qui nous sommes contentés des achats européens. Ce qu'a acheté la Commission européenne est manifestement insuffisant. C'est un fait, puisque nous sommes dans beaucoup d'endroits en pénurie. D'autres pays ont fait le choix de prendre leurs quotas achetés par la Commission et puis eux-mêmes, à côté de ces achats, d'effectuer des achats nationaux. Ceux-là se retrouvent dans une situation moins difficile que nous. C'est probablement ce que nous aurions dû faire. Et puis, il y a une réflexion à mener, parce que gouverner, c'est prévoir. Nous n'avons eu de cesse de le dire au gouvernement, mais manifestement, il a du mal à l'intégrer, que, d'après ce que nous savons, ce virus ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Qu'il va être amené à muter, comme le font d'ailleurs souvent les virus, il faut bien l'admettre. Que beaucoup de médecins sérieux envisagent la possibilité que ce virus devienne saisonnier, comme la grippe. Et que, somme toute, chaque année, il y ait une souche différente, un variant, comme on dit, différent de ce virus. Il faut donc que le gouvernement s'attache aujourd'hui à structurer des moyens de production de ce vaccin. Nous n'en avons pas pour l'instant. Nous ne pouvons pas admettre d'être dépendants d'autres pays. Il faut donc que le gouvernement, que l'État stratège, structure l'intégralité de la filière qui va permettre demain, l'année prochaine, peut-être l'année d'après, si c'est nécessaire, je ne le souhaite pas bien sûr, mais si c'est nécessaire, que la France puisse accéder, sans dépendre de quiconque, de la production de vaccins pour sa propre population. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que depuis le départ, j'ai été en désaccord avec le choix qui a été fait. Depuis le départ, et j'en terminerai là-dessus, je souhaitais que les frontières soient contrôlées. Il a fallu 1 an avant que le gouvernement admette qu'il fallait contrôler les frontières, et pourtant, il ne le fait pas. En tout cas, il ne le fait pas sérieusement, puisque seules les frontières aériennes, d'après ce que j'ai compris, sont contrôlées. Contrôler les frontières aériennes et ne pas contrôler les frontières, notamment les chemins de fer, apparaît totalement stupide. Enfin, je veux dire, les gens qui arrivent par le rail ne seraient pas contrôlés alors que les gens qui arrivent par l'avion seraient contrôlés. Ceci n'a pas de sens. D'autant que j'attends de voir le sérieux avec lequel ces contrôles seront effectués à la frontière française, car il y a encore quelques jours, même les gens qui revenaient de pays qui normalement étaient soumis à un certain nombre de conditions, sont arrivés, et vous en avez sûrement eu des témoignages vous-même, sont arrivés à la frontière sans que personne ne leur demande rien. Donc, c'est bien de faire des déclarations sur l'honneur, mais ça n'est pas suffisant. Enfin, je souhaiterais que le gouvernement nous donne des éléments précis sur la manière dont il entend éviter l'arrivée sur le territoire national du variant brésilien. Je rappelle que la plus grande frontière de la France est avec le Brésil. Et il ne m'apparaît pas qu'aucun élément précis ait été donné à la presse ou à l'opposition nationale que je représente sur ce sujet de la protection de la France face à ce variant brésilien qui apparaît aujourd'hui probablement le plus inquiétant, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas si le vaccin fonctionne sur lui, pas plus qu'on ne sait s'il fonctionne sur le variant sud-africain, et parce qu'on ne sait pas si il n'est pas plus grave dans ses conséquences
On sait qu'il est plus contagieux, mais on ne sait pas s'il n'est pas plus grave dans ses conséquences que ne l'est le variant britannique auquel nous sommes actuellement confrontés. Donc voilà des sujets auxquels je m'attache. De la même manière, j'aimerais que le gouvernement développe de manière massive les tests salivaires qui ont été autorisés il y a déjà des semaines et des semaines par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, qui permettent de faire des tests à la maison, qui permettent de faire des tests à l'école, dans les entreprises, dans les rédactions éventuellement si c'est nécessaire, qui certes ont un taux de sécurité moins important, bien sûr, que les tests PCR, mais enfin, si je puis me permettre, c'est mieux que rien compte tenu de la situation, et c'est évidemment de maniement beaucoup plus simple que ne le sont les tests PCR, et notamment, je pense évidemment aussi aux enfants, pour lesquels le geste du test PCR est tout de même assez traumatisant. Oui. Oui, je pense que les Français sont un peuple en même temps responsable et qui respecte les consignes qui sont données par le gouvernement, même si ils ont à l'égard de ce gouvernement une analyse très critique de la manière dont il a mené cette crise sanitaire. Très critique parce que j'étais amené à vous le dire, les décisions prises ont été des décisions bien souvent incompréhensibles, contradictoires et quasi généralement arbitraires. On décide parce qu'on décide, sans expliquer aux Français, sans leur donner les éléments, et même en aggravant le caractère anxiogène de la crise, car je crois très sincèrement que concernant les vaccins, le gouvernement a très largement aggravé les anxiétés et les inquiétudes d'une partie de nos compatriotes. Donc, les Français sont encore une fois responsables, ils sont respectueux des consignes qui sont données, mais ça n'est pas pour ça que le gouvernement ne doit pas faire un effort pour expliquer ses décisions. Et pour rendre le moins arbitraire possible les choix qui seront faits demain, en espérant qu'ils ne soient plus arbitraires du tout, ce qui serait encore mieux. Voilà. Une question de Louis Osalter de Marianne. Un sondage ce matin publié de Harris Interactive, publié dans l'opinion, vous donne en tête au premier tour de 2022. C'est dans longtemps, dans 15 mois. Mais ne craignez-vous pas la réédition d'un scénario à la 2017 où vous commencez très fort, très haut dans les sondages pour terminer finalement plus bas, un score moins élevé que Non, je n'ai pas de crainte sur ce sujet. Ce qui est un sujet de réjouissance pour moi, c'est que je suis convaincu que les Français ont bien compris que les deux grandes options politiques, comme en 2017, c'est le choix entre le mondialisme et la nation. Voilà. Et qu'il faudra probablement deux présidentielles pour trancher ce très grand choix politique. De la même manière qu'il avait fallu deux présidentielles pour trancher entre le libéralisme et le socialisme, il fut un temps, eh bien, il faudra probablement deux présidentielles pour trancher entre la nation et le mondialisme. Et je pense que c'est un choix cohérent que font les Français en mettant Emmanuel Macron, qui est le champion du mondialisme, et moi, qui suis en quelque sorte la championne de la défense de la nation, face à face. Ce que ça me dit surtout, c'est que cela fait 4 ans, presque 4 ans maintenant, que chaque sondage effectué sur la présidentielle donne ce même second tour. Et par conséquent, je dis à tous ceux qui ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait la moindre chance de gagner à nouveau les élections présidentielles, de venir travailler avec moi. Voilà. Qu'ils ont leur place à mes côtés. Qu'ils doivent apporter leur énergie, qu'ils doivent apporter leurs idées, que nous devons travailler ensemble à la mise en œuvre de ce rassemblement national, mais là au sens
électoral du terme et non pas au sens du mouvement politique, à ce grand rassemblement national. C'est maintenant qu'il faut se mettre à y travailler. C'est aussi le sens d'initiatives du type de celle de Franck Alizio et de Jean-Philippe Tanguy, Aime l'avenir. C'est l'idée de dire, voilà, nous travaillons, nous avançons, mais nous sommes tout à fait prêts à accueillir avec nous pour travailler à cette grande alternance de 2022, tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait la moindre chance de faire un deuxième mandat, compte tenu des résultats dramatiques du premier. Je me permets une autre question sur un sujet d'actualité. Les Français ont découvert ce week-end la vidéo du jeune Yuri circulant sur les réseaux sociaux se faisant tabasser dans le 15e arrondissement. Quelle a été votre réaction et selon vous, quel est de quoi cette vidéo est-elle le symptôme? Bon, ma réaction a été évidemment la colère, le dégoût. Vous savez, moi j'ai 3 enfants et j'ai vécu, ils ont maintenant 21, 22 ans, ils ne sont pas d'ailleurs, comment dire, protégés de ce type de choses et j'ai vécu toute ma vie de maman avec cette angoisse. Voilà. Cette angoisse de ces images de lynchage que l'on voit de plus en plus souvent passer sur les réseaux sociaux où des bandes de sauvages viennent opérer des tentatives de meurtre parce qu'il s'agit évidemment d'une tentative d'assassinat contre ce jeune Yuri, quel que soit d'ailleurs le fait qu'il appartienne ou qu'il n'appartienne pas à une bande, ceci n'a absolument aucune influence sur les images que nous avons pu voir. Cet ultra-violent, je l'ai dénoncé. Cet ensauvagement, j'ai été la première à le dénoncer. Parfois, j'ai été critiquée d'ailleurs pour l'avoir fait, mais je ne me contente pas de dénoncer. Je veux dire, j'ai travaillé avec les gens du Rassemblement national depuis des mois à apporter des réponses à tout cela, des réponses précises et des réponses complètes dans toute une série de travaux que vous avez eus d'ailleurs. Plan Le Pen pour les banlieues, parce que ce qu'on a vu hier, c'est quand même un tout petit peu lié à la situation depuis des années et des années de nos banlieues. Bon. Asile et immigration, parce que quoi qu'on en dise, l'ultra-violence qui se développe, et notamment en Île-de-France, est évidemment, mais pas seulement, dans les grandes villes aussi et maintenant dans les campagnes, est évidemment la conséquence d'une immigration qui est une immigration qui n'est pas maîtrisée, qui est totalement anarchique. Pour une justice qui protège, parce que chacun a bien compris que c'est le laxisme de la justice face à l'ensemble de ces agissements qui est une hormone de croissance de cette délinquance, de cette ultra-violence, de cet ensauvagement. Et enfin, un document que j'appelle tous les Français à aller regarder sur le site du Rassemblement national, la justice partout et pour tous, parce que c'est ça notre objectif. Et encore une fois, nous y avons travaillé avec des professionnels, avec des magistrats, avec des policiers, pour que l'on ne considère plus que cette ultra-violence, cet ensauvagement, cette délinquance massive que subit notre pays soit une fatalité. Ça n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de mauvais choix politiques. Et donc des bons choix politiques peuvent évidemment faire cesser ce caractère insoutenable pour les Français de cette insécurité massive qui se déverse plus seulement d'ailleurs aujourd'hui dans les quartiers difficiles, plus seulement dans les grandes villes, plus seulement dans les villes moyennes, mais aussi dans le moindre village de notre beau pays. J'ai une question de Tristan Berthelot de Libération qui voulait vous demander quel était le bilan de vos campagnes de prêt auprès des Français. Est-ce que cette campagne de prêt, combien qu'est-ce que vous avez récolté? Est-ce que ça suffira pour financer vos prochaines campagnes? Et d'autre part, est-ce que vous pensez être capable de rembourser à ces gens-là ces prêts compte tenu de votre endettement massif?
Notre endettement est parfaitement sous contrôle, que M. Berthelot, qui est sûrement animé de très bons sentiments à notre égard, et je lui remercie de l'attention qu'il porte à notre situation, se rassure. Notre endettement est parfaitement sous contrôle. Nous remboursons la dette qui est la nôtre. Nous avons remboursé intégralement les prêteurs qui nous ont prêtés aux élections européennes. Nous rembourserons bien sûr intégralement ceux qui nous prêteront pour les élections futures. Et nous remboursons sans aucune difficulté, bien entendu, les Français qui ont participé, je les en remercie du fond du cœur, au grand emprunt national. Ils peuvent d'ailleurs toujours continuer à le faire grâce, bien sûr, à l'intermédiaire de notre subvention publique que nous touchons, comme vous le savez, chaque année. Donc nous nous sommes mis en situation d'assainir notre situation financière. Nous le faisons par des sacrifices personnels dans le fonctionnement du mouvement. Nous le faisons en cherchant des nouveaux locaux pour accueillir notre siège, qui soit moins onéreux. Nous le faisons en rationalisant le travail et le fonctionnement qui est le nôtre. Et donc, je crois que en ayant fait tout cela, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui est effectivement assainie et je m'en réjouis. Oui. Bonjour, Elodie Forêt, France Inter. Malgré l'incertitude qui pèse toujours sur la tenue ou non des régionales départementales, est-ce que vous maintenez votre calendrier que vous aviez prévu, c'est-à-dire de dévoiler les premières têtes de liste régionales dès la semaine prochaine? Oui. Oui, parce que il faut encore une fois que nous permettions à nos têtes de liste de partir en campagne. Moi, je ne fais pas partie des pessimistes qui pensent que obligatoirement les élections régionales et départementales de juin n'auront pas lieu. Nous n'en savons rien. On peut très bien se retrouver dans une situation au mois de juin où la maîtrise du virus permette de revivre à peu près normalement. C'est en tout cas ce que nous avait promis un certain nombre de responsables du conseil scientifique, qui nous avaient dit, a priori, on devrait retrouver peu ou prou une vie à peu près normale au printemps et une vie totalement normale au mois de septembre. Bon, j'ai pas de raison de mettre en cause totalement et en tout cas systématiquement leurs propos. Donc, et puis on verra bien. De toute façon, si la situation s'aggrave et si on voit qu'on ne peut pas faire campagne avant le mois de juin, eh bien alors il faudra peut-être passer par un report au mois de septembre ou au mois d'octobre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, nous devons de nous mettre en situation de pouvoir faire campagne. Et donc nous allons effectivement rendre public très prochainement, au moins dans un certain nombre de régions, les têtes de liste qui auront été choisies, ce qui n'est pas encore fait d'ailleurs par le bureau exécutif. Oui. Vous vous félicitez d'une situation financière assainie au Rassemblement national. Qu'est-ce qui justifie alors le licenciement de 4 personnes au siège qui est en train d'avoir lieu? Je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons été amenés à faire des sacrifices, à rationaliser notre fonctionnement et notamment à faire le choix d'externaliser quelques services parce qu'il nous apparaissait qu'il était moins onéreux d'externaliser certains services que de les conserver en interne avec des salariés. Tout ça fait l'objet, encore une fois, de débats que nous avons eus avec les instances dirigeantes du mouvement, avec les instances financières du mouvement, et ça participe donc tout à fait de ce que je viens de vous dire. Est-ce que le slogan de votre site, ça va être un slogan présidentiel pour votre campagne présidentielle? Non. Non, c'est le nom du site. Ce n'est pas mon slogan présidentiel. Enfin, on est quand même assez loin de la présidentielle aujourd'hui pour envisager de rendre public un slogan, quoi. Oui. Bonjour, Ivan Spoldak de l'Opinion. Je reviens un petit peu sur ce site. Comment va se dérouler le filtrage des tribunes et des billets qui vont le nourrir? Et est-ce que ces billets vont contribuer concrètement au programme présidentiel? Comment vous allez sélectionner les idées qui sont développées? Alors oui, parfaitement. Alors bien sûr, il y a quand même une lecture, bon, parce que nous sommes responsables, évidemment, de ce qui est publié. Bon, c'est un peu comme vos journaux. Donc c'est tout à fait légitime qu'il y ait une lecture, mais moi je crois qu'il y a énormément
de sympathisants, d'électeurs, de cadres, d'élus du Rassemblement national qui sont des très bons spécialistes dans leur domaine et qui souhaitent évidemment contribuer au projet de 2022. Et donc, on tiendra compte de ces suggestions, pas de toutes, hein. Il faut qu'elles correspondent aussi, si vous voulez, à l'avis, bien sûr, de ce que pense le mouvement. Mais moi, je crois beaucoup, moi, au foisonnement des idées. Je crois beaucoup que les Français ont beaucoup d'idées sur beaucoup de sujets et font souvent des propositions qui sont des propositions de bon sens. Donc, quand il nous apparaîtra que des idées qui sont proposées méritent d'être creusées, eh bien, nous irons les extraire de ce site pour les étudier, pour voir leur faisabilité, pour les chiffrer aussi, voir leur faisabilité sur le plan budgétaire et éventuellement, je candidate à la présidentielle, conserverai ces idées pour les intégrer dans mon projet. Oui. Bonjour, Paul Le Bachet de l'Obs. Il y a un thème revient aujourd'hui en 2021, c'est le revenu universel, qui avait été en débat en 2017. Quelle est votre position à propos de ce concept-là? Est-ce que c'est une piste de réflexion selon vous face à la crise sociale qui va venir après la crise sanitaire? Est-ce que vous envisagez au sein du parti de réfléchir à un revenu universel? Bon, de toute façon, oui, on va réfléchir. Ça me paraît évident. De toute façon, on réfléchit, y compris... jamais, je crois, dans l'histoire du Rassemblement national, on va dire, non mais ça, on n'y réfléchit même pas. Non, on est un mouvement et donc on réfléchit, on regarde ce qui se fait, on regarde ce qui se dit. Mais par principe, si vous voulez, l'idée que l'on accorde un revenu qui ne corresponde à aucun travail nous apparaît au départ problématique. Ça ne veut pas dire que ce contre quoi le revenu universel est envisagé doit être nié. C'est également une de nos préoccupations. Le niveau très bas, notamment des salaires en France, est une véritable préoccupation. L'appauvrissement des familles est une vraie préoccupation. Et donc, nous allons envisager tous ces sujets-là et essayer d'y apporter une réponse qui ne donne pas le sentiment aux Français que, somme toute, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, que l'on participe ou que l'on ne participe pas à la vie de la société, eh bien, c'est du pareil au même. Voilà. Mais nous y réfléchissons de manière très, très sérieuse à un dispositif qui soit plus juste que le revenu universel, peut-être plus accepté, parce que l'idée, c'est évidemment d'essayer d'atteindre un niveau d'acceptabilité, comme on dit, qui soit maximum, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le revenu minimum universel. Je rebondis sur la question de mon confrère. Est-ce que vous réfléchissez aussi à un dispositif spécifique jeune, étant donné que la jeunesse souffre énormément de la crise sanitaire, économique? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose Oui. Alors nous y réfléchissons. Je vais probablement être amenée d'ailleurs à faire une annonce prochainement. Nous avons travaillé sur ce sujet. C'est un problème fondamental. La situation financière des étudiants est catastrophique et se surajoute à des difficultés psychologiques que je mesure et auxquelles j'apporte une très grande attention. Donc moi, je pense qu'une politique volontariste de substitution des revenus disparus et peut-être d'allègement des loyers doit être menée. Je m'entends, aujourd'hui, on se retrouve avec des étudiants qui ont travaillé l'année dernière dans le cadre de leurs études, pour ceux en tout cas qui sont au moins en deuxième année, et qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler parce que les petits boulots, il n'y en a plus aujourd'hui. On ne peut plus être hôtesse d'accueil, il n'y a plus d'événements, on ne peut plus travailler dans un restaurant, on ne peut plus travailler dans un bar, on ne peut plus travailler dans une discothèque, etc. Donc l'idée, alors encore une fois, nous n'en sommes qu'au niveau des pistes, mais on va prendre des décisions rapidement. Mais l'idée, par exemple, ce serait de créer un fonds de solidarité pour les étudiants, visant à maintenir leurs revenus jusqu'à ce qu'une reprise économique solide, en fait, soit constatée. Et on se baserait donc sur les déclarations de revenus de 2019 et on calculerait une aide mensuelle afin de garantir le maintien des ressources par l'État.
ce serait versé par la CAF. Alors évidemment, il y a 3 cas de figure qu'on a déjà analysés pour qu'il y ait une bonne gestion des deniers publics. Premier cas de figure, c'est l'étudiant qui paye un loyer, les parents ne payant pas l'impôt sur le revenu. Dans ces cas-là, 100% des revenus de 2019 seraient garantis par l'État. Le deuxième, c'est les étudiants payant un loyer et les parents sont assujettis à l'IR. Et dans ces cas-là, on garantirait 80% des revenus. L'État garantirait 80% des revenus 2019. Et enfin, il y a le dernier cas des étudiants qui ne payent pas de loyer. Et dans ces conditions, on envisagerait une jauge à 50% des revenus 2019 garantis par l'État. On est en train de chiffrer cette disposition, mais elle m'apparaît absolument essentielle. Sinon, on va vraiment se retrouver avec des situations qui vont être des situations absolument épouvantables. Et puis, je pense que d'ores et déjà, le gouvernement pourrait peut-être créer un crédit d'impôt loyer, un peu pour les bailleurs en fait, de logements étudiants, un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour les commerçants, c'est-à-dire un crédit d'impôt de 50% pour tous les bailleurs qui renoncent à percevoir le loyer des locataires étudiants. Voilà. Donc vous voyez qu'on est quand même assez avancé sur ces sujets. En tout cas, on y apporte évidemment beaucoup d'importance parce que nous sommes tout à fait conscients de l'urgence et de la gravité de la situation de beaucoup de nos jeunes étudiants français. Je viens de vous dire que nous sommes en train de chiffrer ce dispositif. Vous me demandez, je vous ai dit que nous étions en pleine réflexion sur ce sujet. Voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons et nous sommes en train de faire chiffrer ce dispositif. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année, espérant qu'elle nous ouvre des horizons d'espérance pour le retour, et vous, et nous, et l'ensemble de nos compatriotes à une vie normale.